Bonsoir à tous et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Donc effectivement, voilà, ça marche tout seul. J'ai intitulé voilà, cette conférence La tech, la technologie au secours de la planète. En fait, moi je suis ingénieur effectivement, donc je suis assez fasciné par le progrès technologique, par tout ce qu'on arrive à faire, par voilà, les voitures presque autonomes, les logiciels, l'intelligence artificielle, tout ça. Et en fait, je trouve qu'on vit un moment un peu étrange. Alors, peut-être on a toujours l'impression tout le temps de vivre un moment un peu étrange, mais en tout cas, moi, ça me fait un peu ça. Parce qu'on a à la fois, finalement, un moment où, finalement, les progrès technologiques n'ont jamais été aussi fulgurants. Repensez, par exemple, à l'intelligence artificielle, avec la sortie de l'intelligence... enfin de ChatGPT et compagnie. Voilà, ça fait à peine peut-être 1 an et demi. Maintenant, tout le monde commence à l'utiliser, etc. Et puis à chaque fois, finalement, on nous dit que tous les progrès technologiques va sauver le monde quelque part, ou va nous permettre de nous réinscrire dans les limites planétaires. Vous savez, cette notion avec le climat, la biodiversité, les ressources, etc. Donc finalement, voilà, on va avoir des voitures électriques, on va avoir des avions verts, des avions à hydrogène. On aura des smart cities, des villes intelligentes en fait, qui vont optimiser finalement avec les panneaux solaires qui rechargeront les voitures qui seront garées dans le parking. Et puis tout ça, ça va être un peu optimisé, etc., etc. Et en fait, on a finalement une sorte de promesse en fait qu'on a finalement tous les moyens techniques devant nous. Après, on peut réfléchir à la question politique. Est-ce qu'il faut plus ou moins subventionner ? Est-ce qu'il faut plus ou moins planifier, voilà, est-ce que peut-être être plus volontariste, etc. Et on peut se poser des questions de géopolitique, voilà, le fait que les accords avancent plus ou moins vite, mais globalement, on a tous les moyens techniques devant nous pour résoudre quelque part l'équation climatique et l'équation des ressources. Et puis en même temps, c'est pour ça que ça rend ce moment étrange, on a un peu l'inverse, un peu des lanceurs d'alerte écolo, qui passent un peu leur temps à dire que non, oulala, ça va être compliqué. Finalement, ça va peut-être pas si bien se passer que ça. Peut-être même ça va s'effondrer parce que en fait, les bases de notre système industriel sont pas stables en fait et reposent sur des ressources finies. Voilà, le pic de pétrole. On va avoir à un moment quand même des problèmes avec tout ça. Voilà. Et donc moi, je voulais un peu vous familiariser avec ces notions-là et essayer de reprendre les choses de manière un petit peu factuelle, pas vraiment politique d'ailleurs. Moi, je suis pas issu du militantisme et tout. Je suis juste un bourrin d'ingénieur qui travaille dans des entreprises normales. Ça fait 25 ans ou 30 ans que je travaille dans des entreprises normales, si je puis dire. Et donc, voilà, je voulais un peu repartir finalement de la base, un peu de l'histoire. Souvent, pour se projeter dans l'avenir, c'est pas mal de jeter quand même un coup d'œil dans le rétroviseur et se dire finalement d'où on vient et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ce débat, là, le débat en fait finalement entre des gens qui sont un peu techno-optimistes, vous voyez, on parlait tout à l'heure de techno-solutionnisme, et puis des gens qui sont au contraire très, très pessimistes. Eh bien, en fait, ce débat-là, il a lieu depuis très longtemps. En fait, on l'avait oublié. On oublie souvent d'une génération à l'autre ce qui se passe, mais ça démarre dès la fin des années 40. En fait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens issus de la biologie de la conservation. Vous avez à gauche William Vogt, c'est un ornithologue. Il a travaillé en Amérique du Sud sur des cormorans. C'est un autodidacte qui est assez célèbre. Et puis à droite, vous avez Fairfield Osborn, qui est le fils d'un célèbre paléontologue américain, un gars qui a découvert des dinosaures, des trucs comme ça, comme on voit dans Jurassic Park, et qui est président de la New York Zoological Society. Donc tous les deux, ce sont vraiment des tronches de la biologie de la conservation. Et ils vont sortir chacun un livre en 1948. L'un s'appelle Road to Survival, je ne vous la traduis pas, vous voyez ce que ça veut dire. En français, c'est traduit par la fin du monde, la fin FAIM, donc ça commence déjà à être un peu stressant. Et puis Planète au pillage, c'est le bouquin d'Osborne. Les deux livres vont être des best-sellers mondiaux, vendus à plusieurs millions d'exemplaires à l'époque, en 1948. Et ils ont tous les deux la même thèse, en fait. L'idée, c'est que le développement démographique, qui est très fort, évidemment, à la fin des années 40, pensons à la croissance démographique des années 50, 60, 70, qui a été très forte. Les pays n'avaient pas encore réalisé en grande partie leur transition démographique. Eh bien, cette croissance démographique, alliée à la croissance de la consommation par personne, ce qu'on appellera bientôt le développement, le fait qu'il y a du développement économique, du développement technique, et donc on consomme de plus en plus par personne, on va s'équiper avec des voitures, des réfrigérateurs, etc. Eh bien, la conjonction des deux va faire exploser littéralement notre besoin en ressources et va nous conduire en fait à de grandes, c'est pas moi qui sonne, à de grandes catastrophes.
Donc voilà, c'est un peu ça démarre comme ça, et les deux livres vont avoir un grand retentissement. Et puis, en fait, très vite, en face de cette thèse, il y a des gens qui vont tout de suite dire, mais non, en fait, il y a un problème, il y a une erreur dans leur raisonnement. Ces écolos, ils font une erreur de raisonnement. On va les appeler les cornucopiens. Vous connaissez ce mot, les cornucopiens? Vous avez déjà entendu parler d'un cornucopien? Est-ce que vous êtes atteint de cornucopianisme? Est-ce que les gens qui sont atteints de cornucopianisme peuvent lever la main? Personne? Alors, cornucopien, ça vient de cornucopiae. C'est du latin, je sais, on n'en fait plus, mais je vois des gens qui ont fait du latin, je pense un peu, non? Donc, cornucopiae, c'est la corne d'abondance. En fait, l'histoire, c'est Chronos, le dieu Chronos. En fait, il avait l'habitude de manger ses enfants à la naissance. Pas très sympa, hein, je sais. Mais il faut dire qu'on lui avait prédit qu'un de ses fils allait le détrôner. Donc, à chaque fois que Rhea, sa femme déesse, accouchait, il mangeait son enfant. Donc, Rhea, elle va cacher le petit Zeus, et elle va le faire élever en Crète par une nymphe, et le petit Zeus va être nourri par le lait d'une chèvre qui s'appelle Amalthée. Et puis, sans faire exprès, un jour, il va casser la corne de la chèvre, et pour se faire pardonner, il va décider que cette corne va toujours abonder en fruits et en fleurs. Voilà, c'est la corne d'abondance, cornucopiae. Et donc, le cornucopianisme, c'est quoi? En fait, c'est le principe de dire que grâce au progrès technologique, on va aller vers un monde d'abondance et pas vers un monde de pénurie. Parce qu'en fait, dès le 19e siècle, il y a des gens qui alertent en fait, sur la question démographique, sur la question du fait, ah là là, on ne va pas avoir assez de ressources, notamment un monsieur célèbre qui s'appelle Malthus. Et évidemment, le progrès technologique va faire mentir Malthus. On va inventer on va pas inventer, mais on va découvrir le rôle des nitrates, des phosphates, etc., du potassium sur les plantes, etc. Et donc, en gros, voilà, d'ailleurs, les Vogt et Osborne, en fait, ils se réclament de Malthus. Ils se disent néo-malthusiens. Voilà. Et ils ne le prennent pas d'ailleurs avec le côté péjoratif, comme on prendrait aujourd'hui. On dirait, ah oui, on est malthusien, vous voyez, il y a un peu un côté péjoratif. Eux, ils le prennent plutôt positivement. Ils disent, bah oui, on est trop nombreux, on consomme trop, donc à un moment, ça ne va pas, quoi. Et donc les cornucopiens, ce sont plutôt des économistes, ce sont plutôt des futurologues. Le métier de futurologue est inventé aussi à la fin des années 40. En fait, c'est avec le progrès fulgurant de la Seconde Guerre mondiale, avec en particulier la mise au point de l'énergie atomique, je dirais. L'armée de l'air des États-Unis va sponsoriser, va subventionner des officines, en particulier la Rand Corporation aux États-Unis, et qui va travailler en fait sur une vision du futur. Et dans les années 40-50, en fait, ces économistes, ces futurologues, ces sociologues, eh bien, ils vont finalement écrire eux aussi des rapports, écrire une vision du futur qui est très différente de la vision des écolos, qui est plutôt le fait de dire, ben non, en fait, vous allez voir, ça va se passer comme d'habitude, il va y avoir du progrès, et grâce au progrès, en fait, on va repousser la pénurie comme on l'a toujours repoussée. Et en fait, en l'an 2000 ou en l'an 1980, ce n'est pas des famines, ce n'est pas des pénuries qu'on va avoir. Au contraire, ça va être des fusées, la conquête de l'espace, l'intelligence artificielle, repousser l'âge de la mort, etc. Tout ça, c'est écrit déjà dès les années 50, le fait que voilà, on va réussir en fait à aller vers ce monde d'abondance. Donc les cornucopiens vont se retrouver avec leur petit surnom quelque part, et ils ne sont pas très contents. Et donc les écolos, ils les appellent les doomsdayers. C'est un peu intraduisible, ça veut dire en gros les prophètes de l'apocalypse, quoi, si vous voulez. Et ça va continuer dans les années 50, ça va continuer dans les années 60. Il y a un célèbre doomsdayer qui est Paul Ehrlich, hein, que peut-être vous connaissez, qui est lui aussi un biologiste d'ailleurs, c'est un spécialiste des papillons avant d'écrire The Population Bomb, la bombe P, hein, en français. Et donc toujours la même thèse, on est trop nombreux, on consomme trop et ça va planter. Et ça continue jusqu'au début des années 70 et ça va être le maximum un peu de ce débat, et ça va être en 1972 la sortie du rapport au Club de Rome, ce qu'on appelle le rapport au Club de Rome, les limites de la croissance, vous voyez, avec l'équipe de Denis Meadows, c'est le barbu. Vous avez à côté de lui Donella Meadows, sa femme à l'époque. Jeff Forrester, c'est le plus âgé, qui lui en fait est un spécialiste de la dynamique des systèmes. Ils vont programmer les premiers ordinateurs du MIT aux États-Unis, et ils vont modéliser pour la première fois le système Terre. Finalement avec un certain nombre d'équations, quelques équations si vous voulez, avec la question des ressources, la question des déchets, la question de la production industrielle, de la production alimentaire. Et ils vont montrer finalement une sorte de tautologie, on pourrait dire, c'est un truc automatique, qui est que, en gros, la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. À un moment, à force de faire une croissance, vous allez heurter des limites, et du coup, c'est pas possible. Les courbes, elles peuvent pas monter jusqu'au ciel, ça va forcément, à un moment, s'inverser et redescendre. Alors on pourrait dire comme ça, bah oui, la croissance infinie dans un monde fini,
Oui, bah c'est assez simple, quoi. D'ailleurs, Solzhenitsyn, à l'époque, en URSS, il dira à propos de ce rapport, eh bien qu'en fait, il a fallu des savants occidentaux d'avant-garde pour finalement nous expliquer ce que savait n'importe quelle grand-mère de Russie ou d'Ukraine, à savoir qu'une douzaine de vers ne peuvent pas ronger éternellement le même fruit. Vous voyez, cette idée un peu, voilà, du bon sens paysan. Il avait une mère ukrainienne, en l'occurrence, Solzhenitsyn. Bon, alors du coup, là, c'est plus un best-seller, c'est juste un raz-de-marée. Je crois que ça s'est vendu, in fine, aujourd'hui à 25 millions d'exemplaires. Donc les cornucopiens deviennent hystériques, littéralement. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils racontent que les écolos racontent n'importe quoi, et là, pam, ils marquent des points avec un truc, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décortiquer le rapport et ils vont essayer de trouver toutes les erreurs qu'il y a dedans. Et laissez-moi deviner, qu'est-ce qu'il va y avoir comme erreur dans ce rapport? Évidemment, c'est comme d'habitude, l'erreur des Malthusiens, on a négligé le progrès technologique. Ils ont négligé le progrès technologique. Alors William Nordhaus, c'est un jeune économiste de l'université de Yale. Donc on est toujours dans l'Ivy League, là, vous voyez, c'est toutes ces universités de l'Est des États-Unis. Et alors il va écrire un rapport, 1974-1975 à peu près. Alors lui, il va mettre en fait dans ses équations un truc qu'il appelle la backstop technology, la technologie filet de sécurité, la technologie qui tue. Alors cette technologie, elle n'a pas encore été inventée, mais elle fournit une énergie infinie, totalement propre, puisant dans des réserves infinies. Et grâce à cette technologie, pas encore inventée, eh bien, je vous le donne en mille, on peut faire une croissance infinie dans un monde fini. C'est beau, hein? C'est de l'économie. Alors vous ne moquez pas de lui. Vous ne moquez pas de lui parce qu'il a été prix Nobel d'économie en 2018, pas pour la backstop technologie, mais pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone, avec un collègue qui s'appelle Paul Romer, qui est un spécialiste de l'innovation, justement. Et lui, il dit qu'on pourra innover pendant les prochains milliards d'années, qu'on pourra faire de la croissance pendant des milliards d'années grâce à l'innovation. Bon. Alors, il ne faut pas trop se moquer non plus, parce que dans les années 70, c'est quoi la backstop technologie? C'est quoi cette idée d'énergie infinie totalement propre? Bah, c'est bien sûr la fusion nucléaire. Tout le monde imagine à ce moment-là qu'on va mettre au point dans quelques décennies la fusion nucléaire et qu'effectivement, on va trouver cette martingale. Bon, le débat s'estompe un peu. Et en fait, il va même disparaître au début des années 80. Totalement, il va être invisibilisé. On ne va plus entendre parler de ces cornucopiens et de ces doomsdayers. Pourquoi on ne va plus en entendre parler? Il y a un dernier pari célèbre, si vous voulez voir sur Internet, si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est un monsieur qui s'appelle Julian Simon, qui est un cornucopien reconnu, voilà, un économiste vraiment, qui, lui, il expliquait que plus on serait nombreux, plus on serait heureux. Ah, il ne partait pas en vacances sur la Côte d'Azur, hein, mais l'idée, en fait, c'est de dire que plus on est nombreux, eh bien, plus on aura de chercheurs, plus on aura de techniciens, plus on aura d'ingénieurs, plus on fera du progrès technologique, et donc plus on ira vers l'abondance et pas la pénurie. Et en 1980, il dit, bah, écoutez, moi je vous propose un truc, moi je m'appelle Julian Simon, et on va faire un pari. Je suis prêt à prendre n'importe quelle matière première, n'importe quel terme dans le futur, et je vous parie que les prix vont baisser. Et si les prix baissent, c'est que je gagne. C'est que je vais vers l'abondance et pas vers la pénurie. Sinon, la science économique dit que le prix monterait. Il y a un gars qui relève le défi, il dit « Ouais, moi je prends ». C'est Paul Ehrlich, le spécialiste des papillons de tout à l'heure, célèbre néo-malthusien. Ils vont choisir comme ça, enfin il va choisir, Ehrlich va choisir 5 métaux hyper pénibles, difficiles à substituer, un peu rares, etc. Alors je ne sais plus, il prend le tungstène, le nickel, je ne sais plus exactement quels métaux. Et ils prennent virtuellement 1000 $ de ces métaux. Et puis ils choisissent un terme à 10 ans devant, 1990. Et en 1990, patatras, Paul Ehrlich a oublié d'envoyer un chèque de 576 $ à Julian Simon. Il a perdu, à la fois en dollars constants et en dollars courants. Eh bien, le prix, effectivement, des matières premières a baissé. Donc Simon avait raison. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces années 80? En fait, il y a une conjonction de choses. D'abord, il va y avoir à la fin des années 80, début des années 90, l'écroulement l'effondrement économique de l'URSS et de ses satellites. Donc ça va baisser la demande en matières premières. Donc ça va faire baisser durablement les prix. Dans toutes les années 90, par exemple, le pétrole, il se balade entre 9 et 11 $, quoi, hein. C'est vraiment très très bas par rapport à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, même en comptant l'inflation. Et puis, il y avait des stocks stratégiques.
les États-Unis, l'URSS, etc. avaient mis des stocks stratégiques de métaux, de tous les métaux qui étaient nécessaires pour faire la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, la perspective s'éloigne, donc il va y avoir des remises sur le marché de ces stocks stratégiques. Donc tout ça, ça va faire baisser les matières premières. Et donc Simon va gagner. Et puis en fait, effectivement, les années 90 vont rester comme ça. Et puis au milieu des années 2000, il y a un truc qui va se réveiller. Ça s'appelle la Chine, ça s'appelle l'Inde, ça s'appelle les dragons asiatiques, etc. Et la croissance économique de ces régions du monde va tirer à nouveau la demande très fortement. Et ça va amener les matières premières à nouveau à monter très très haut. Il y a le pétrole qui passe à 147 $, je crois, en 2008, juste avant la crise financière. Le cuivre à 8 000 $, etc. Donc vraiment même plus cher qu'aujourd'hui. Et donc ça va relancer, en fait, le débat quelque part sur est-ce qu'on en a assez ou pas assez, est-ce qu'on va avoir un problème, j'en sais rien, de cuivre, de lithium, etc. Donc en fait, le débat sur les ressources et sur la pénurie possible, il va réémerger seulement assez récemment, on va dire il y a 10-15 ans. Alors ça, c'est quoi? Bon, c'est juste une petite blague, vous le reconnaissez sans doute, hein, c'est notre libraire préféré. Hein, et donc Jeff Bezos, en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a une conférence assez incroyable qui date de 2019, je vous conseille d'aller la voir, c'est sur le lancement du module lunaire de Blue Origin, et il fait une conférence comme ça en expliquant que, en fait, on a un problème parce qu'on fait trop de croissance. En fait, on fait une croissance de consommation d'énergie de 3% par an. Et il dit, si on fait une croissance de 3% par an de l'énergie, eh bien, aujourd'hui, on consomme à peu près l'équivalent de ce qui tombe au soleil sur le Nevada, quoi. Enfin, en gros, si vous couvrez le Nevada, alors il est américain, donc il prend un exemple américain, mais vous prenez voilà, un tout petit bout de la surface terrestre, et il faut couvrir tout le Nevada, mais c'est toujours possible, eh bien, vous produisez l'intégralité de la consommation, du besoin énergétique de l'humanité aujourd'hui. Il dit, mais si on continue comme ça, à 3% par an, eh bien, il faudra, dans quelques siècles, couvrir l'intégralité de la planète de panneaux solaires. Ça, c'est la puissance de l'exponentielle. Vous voyez, c'est parce que vous faites 1, puis 100, 103, 106 et quelques, etc. Et ça monte très très vite au bout d'un moment. Le principe d'une exponentielle, vous savez, on a tous appris avec Covid-19. L'exponentielle, c'est un truc qui double selon un certain pas de temps. Alors, dans Covid-19, c'était tous les 5 jours. Tous les 5 jours, le nombre de malades, le nombre de personnes contaminées doublait. Donc 5 jours, x 2, 10 jours, x 4, 15 jours, x 8. Et puis au bout d'un mois, tout le monde est confiné. Parce qu'après, ça fait x 16, x 32, ça va très très vite. Donc il fallait se confiner pour casser l'exponentielle. Et bien finalement, dans le domaine énergétique, c'est la même chose. 3% de croissance par an, c'est un doublement tous les 25 ans. 2% de croissance par an, c'est un doublement tous les 35 ans. Donc vous faites x2 en 35 ans, x4 en 70 ans. C'est ce qu'on a fait largement. La trajectoire de l'humanité depuis 2 siècles, c'est même plus que ça, parce que la croissance, elle a même été plus que 2 ou 3%. La croissance à 2 ou 3%, c'est une croissance un petit peu plus calme qu'autrefois. Eh bien, si vous projetez cette croissance-là, dans 1500 ans, il faut la puissance de l'étoile solaire. Pas de ce que le Soleil nous envoie sur Terre, la puissance de l'étoile solaire. Dans 1500 ans seulement, à 2% de croissance énergétique par an. Alors, Bezos, lui, il ne fait pas le calcul jusqu'à 1500 ans. Il s'arrête à quelques siècles, il dit, mais en fait, c'est pas grave, on va aller dans l'espace. Et on va vivre dans des grands tores, vous voyez, comme ça, en orbite, au point de Lagrange, à un endroit entre la Lune et la Terre, où on va vivre dans un monde fabuleux, vous voyez, où il reconstitue Florence et tout ça. Mais en fait, non, dans 1500 ans, la backstop technologie, vous voyez, le réacteur à fusion nucléaire de William Dordas, il faudrait un réacteur nucléaire qui fasse la taille de l'étoile solaire. Chaud. Et 35 ans plus tard, il faut une deuxième étoile. On a doublé. On a 4 ans pour aller sur Proxima Alpha du Centaure, pas trop loin. Puis 4 ans plus tard, 35 ans plus tard, il faut encore doubler. 35 ans plus tard, il faut encore doubler. Et du coup, on peut comme ça faire le calcul qu'à 2% de croissance d'énergie par an, eh bien, il faudrait conquérir la galaxie bien plus vite que la vitesse de la lumière. Parce qu'en fait, il n'y a plus assez d'étoiles au bon moment. Les 100 milliards d'étoiles de la galaxie ne suffisent pas. Au bout de 3000 ans à peu près, on atteint plus que la puissance de la galaxie. Donc vous voyez qu'en fait, la croissance, bon, peut-être qu'elle va s'arrêter avant. Alors on va revenir, on ne va pas se mettre dans 1500 ans, on va essayer de se dire qu'est-ce qui se passe dans les 20-30 ans quoi, avant. C'est quand même plus sympa, parce que dans 1500 ans, on verra bien. Et donc on va parler un petit peu de ressources, parce que voilà, je voulais peut-être vous familiariser avec cette question des ressources. Je pense que j'explose le timing, mais tant pis pour vous. Hein. Donc, en fait, dans les ressources, il y a 2 sortes de ressources. Il y a des ressources dites renouvelables et des ressources non renouvelables. Une ressource renouvelable, c'est quoi? C'est quelque chose qui se renouvelle, comme son nom l'indique, qui se renouvelle suffisamment rapidement pour que
ça puisse être intéressant, on va dire, à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'une vie humaine. Donc typiquement, les forêts, les ressources agricoles, la pêche, etc. Donc ça, c'est théoriquement renouvelable. C'est le truc en bas, le truc vert. Je dis théoriquement renouvelable parce qu'évidemment, il faudrait pas taper plus vite que le rythme de renouvellement. Or, malheureusement, c'est un peu encore ce qu'on fait avec le contreplaqué. Voilà, il y a encore des arbres centenaires qui servent à faire des mouchoirs en papier. C'est le cas. Et puis la surpêche, etc. Tout ça, ça entame du coup la capacité à renouveler le stock. Et puis au-dessus, on a ce qu'on appelle les ressources non renouvelables. Alors le gris, c'est tout ce qui est matériaux de construction, le sable, etc. Le calcaire pour faire le ciment, tout ça. Et puis le bleu, c'est les énergies fossiles, hein, donc le gaz, le pétrole, le charbon. Bon, c'est en quelques, on va dire une quinzaine de milliards de tonnes pour simplifier. Vous voyez l'échelle à peu près, là, hein, c'est 10 milliards de tonnes entre deux courbes. Et puis en rouge, c'est les métaux, les minerais de métaux. Et donc là, c'est pareil, en fait, c'est un stock. Et on extrait des choses de la croûte terrestre, de ce stock. Et la question, c'est finalement, ce stock, combien de temps il dure? Alors pour aller très vite, révision de première ou de terminale. Ok, la table de Mendeleïev, c'est bon pour tout le monde? Pas besoin d'aller trop loin. Bon, vous voyez, j'ai mis un petit code couleur qui ne nous servira pas forcément à grand-chose, mais voilà, on va dire que sur les 92 éléments chimiques voilà, de la table de Mendeleïev, il y en a à peu près une soixantaine qui sont les éléments métalliques et qu'on utilise un peu de tout. Voilà, il y en a. Je reviendrai avec quelques exemples peut-être tout à l'heure, mais on ne va pas se lancer trop fort dans cette question-là. Alors, le terrain de jeu, c'est ça. Bon, le code couleur, c'est parce que vous voyez, il y a les métaux précieux, l'argent, l'or, le rhénium qui sert dans les turboréacteurs, des trucs comme ça. Les platines, les platinoïdes, voilà, peut-être que certains ont des bijoux en platine ou en palladium. Voilà. Et puis les terres rares qui ne sont pas particulièrement rares, je vais y revenir. Alors là, attention, hop, c'est un tout petit peu compliqué, mais je vais vous faire une image pour comprendre. Donc ça, c'est en fait une sorte de vue de la croûte terrestre, vue par des géologues. Alors il y a plusieurs études différentes, il y en a même pas mal. Ne me demandez pas comment ils ont fait, ils ont étudié 1600 sortes de roches différentes, ils ont calculé combien il y avait de chaque roche, combien il y avait de chaque élément chimique dans chaque roche, et ils en ont déduit la composition de la croûte terrestre avec une échelle logarithmique. Donc c'est très dangereux de lire des échelles logarithmiques parce que vous voyez, ça fait x10 à chaque fois qu'on avance d'un cran, à la fois en vertical et en horizontal. Qu'est-ce que ça dit en gros, cette truc? Ça dit que déjà il y a 12 éléments là en haut. C'est pas par hasard d'ailleurs, c'est plutôt des éléments dans lesquels la vie a pioché pour fabriquer ces briques, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc., qui composent 99% du poids de la croûte terrestre. Donc premier truc sympa, vous voyez, 8% d'aluminium, 5% de fer. On reviendra peut-être à l'âge de fer, mais pas à l'âge de pierre. C'est déjà pas mal. Et puis après, il y a des éléments rares. Donc là, en fait, on a de tout si je pioche, voilà, je ramasse un morceau de terre dehors, finalement, je vais avoir toute la table de Mendeleïev dans la main. La question, c'est, enfin, tous les éléments non gazeux. La question, c'est en quelle quantité, évidemment. D'accord. Donc là, je prends un morceau moyen de la croûte terrestre, et donc dans une tonne, on va dire, eh bien, je vais avoir 100 ppm, 100 parties par million, ça veut dire 100 grammes peut-être de cuivre, de chrome, de nickel. Vous voyez ces métaux-là un peu. Donc c'est déjà pas beaucoup, hein, 100 grammes sur une tonne. Et puis après, j'ai des éléments très rares. Ça, c'est l'or, platine, argent, etc. Là, c'est plutôt 100 milligrammes que je vais avoir dans une tonne. Donc c'est des milliardièmes. Et c'est pas pour rien, vous voyez, que les métaux rares enfin, que les métaux précieux sont précieux. Ils sont précieux parce qu'ils sont plus rares, plus durs à trouver. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends le cuivre, par exemple, imaginons que je pèle toute la croûte terrestre sur 1 km d'épaisseur. Alors, c'est un exercice de pensée, je vous demande de vous projeter un petit peu. Donc, tous les continents, ça fait 150 millions de kilomètres carrés. D'accord? 150 millions de kilomètres carrés, 150 millions de kilomètres, c'est aussi la distance Terre-Soleil. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va peler la Terre comme une orange, et on va faire un ruban qui fait 1 km d'épaisseur, 1 km de large, et qui va jusqu'au Soleil. 150 millions de kilomètres. Vous me suivez? Donc ça, c'est toute la croûte terrestre que j'ai pelée sur 1 km d'épaisseur. On pourrait la peler sur plus, on peut descendre plus profondément. Il y a certaines mines qui sont à quelques milliers de mètres. Ça devient plus dur, c'est en Afrique du Sud, des mines d'or, des mines de platine. Quand on descend un peu, si peut-être vous avez des parents, des grands-parents qui ont été mineurs, je ne sais pas, c'est pour ça quelques-uns qui viendraient du nord ou du sud. À bout d'un moment, il faut climatiser tout ça parce que ça devient un peu chaud. Donc quand on descend en profondeur, donc on va s'arrêter à 1 km juste pour fixer l'ordre de grandeur.
Eh bien, vous voyez, si je prends ce grand ruban qui fait 150 millions de kilomètres carrés, l'or, la quantité d'or, c'est 80 mètres. C'est un gros cube, vous voyez, de 1 km par 1 km par 80 mètres. C'est tout l'or qu'il y a dans la croûte terrestre. Ça fait beaucoup d'argent, hein, 1 km par 1 km par 80 mètres. Ce qu'on a exploité, tout ce qu'on a extrait, tout ce que l'humanité a extrait depuis 6000 ans, depuis qu'on fait de la métallurgie de l'or, c'est 1 cm. Toutes les guerres, les viols, les machins, 1 cm. Évidemment, fois 1 km, fois 1 km. Ça fait beaucoup. Okay, 200 000 tonnes à peu près qui ont été extraites. 80 mètres, on a sorti 1 cm. Pour le cuivre, c'est 2700 km de longueur. Pas mal le ruban de cuivre. Fois 1 km, fois 1 km. Et ce qu'on a extrait jusqu'à présent, c'est 80 mètres. Et ce qu'on extrait chaque année, c'est 2,50 m, 3 mètres. En fait, si on voulait extraire tout le cuivre qu'il y a dans le premier kilomètre d'épaisseur de la croûte terrestre, j'ai 1 million d'années au rythme d'extraction actuel. Tranquille, hein, on s'arrête, on va manger du saucisson, pas de problème de pénurie, ok ? 1 million d'années. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire ça. Il faudrait que je passe l'intégralité de la croûte terrestre, y compris votre jardin, sous votre maison, sous la tour Eiffel, au tamis fin pour aller récupérer tout le cuivre. Je ne vais pas faire ça. Je vais aller seulement à des endroits intéressants, là où Gaïa, la nature vivante de la planète, a concentré les ressources bien mieux que ça. Parce que là, c'est vraiment terrible. Je ne vais pas aller chercher du cuivre à quelques milligrammes par tonne. Je vais aller chercher du cuivre à des endroits où je vais trouver des kilos par tonne. Et du coup, je vais appeler ça des ressources minières. C'est la nature vivante de la planète. Je disais Gaïa parce qu'elle est vivante. Elle est vivante au sens de la biodiversité, mais surtout, elle est vivante d'un point de vue de la création des montagnes, du volcanisme, de l'érosion différentielle, du cycle de l'eau, du cycle de l'oxygène, des choses qui ont concentré les ressources à certains endroits précis. Et c'est là que je vais aller les chercher. Et je vais transformer des ressources en réserves. Alors parfois sur Internet, du coup, les néo-malthusiens, ils sont un peu flippés. Ils disent, ouais, il reste 35 ans de cuivre, je ne sais pas quoi, 70 ans de nickel et tant d'années de gaz. En fait, il faut faire très attention à ça. C'est ce qu'on appelle le ratio R sur P. R, les réserves, P, la production. Donc on prend des réserves, on prend l'état des réserves. Voilà, il y a des gens qui font des statistiques là-dessus, des bureaux miniers, etc. Notamment le bureau minier des États-Unis. Ils prennent les réserves, tant de tonnes, tant de millions de tonnes, tant de milliards de tonnes. Et puis on prend la production de l'année, on divise et ça fait un nombre d'années de réserves. Il ne faut pas en déduire qu'on va avoir un problème dans 35 ans ou dans 39 ans ou dans 41 ans. Parce qu'en fait, dans cette fraction, le numérateur bouge, le dénominateur bouge. Le numérateur, il bouge parce que ce qu'on appelle une réserve, c'est quelque chose qu'on peut extraire, qu'on connaît, qu'on peut extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Prix actuel, technologie actuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, grâce au progrès technologique, les cornucopiens ont un peu raison quand même derrière tout ça, grâce au progrès technologique, je fais des nouvelles découvertes. Je peux progresser dans la technologie qui fait que, par exemple, je vais pouvoir extraire des choses que je ne pouvais pas extraire avant. Exemple, les gaz de schiste, enfin dits de schiste, les gaz non conventionnels, les pétroles non conventionnels. Aujourd'hui, des minerais de nickel qui sont à moins de 1% de concentration. On n'aurait jamais fait ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est la norme parce qu'on va voir, par exemple, on va faire de l'hydrométallurgie. On va lécher les minerais pauvres, même des résidus miniers parfois du passé. On va les lécher avec des acides, des solvants qui vont dissoudre la base métallique. Puis après, par chimie, on va récupérer tout ça. Donc, le progrès technologique permet d'extraire, de transformer des choses qui n'étaient pas des réserves en réserves. Et puis les prix. Si le prix monte, alors mécaniquement, les réserves montent. Un géologue vous dira jamais on va avoir un problème. Un géologue va dire laisse-moi un peu de temps, il me faut 10 ans pour lancer une mine, et paye-moi le prix que ça va nécessiter pour sortir le truc. Dans une mine de fer, dans une tonne de minerai de fer, il y a 400 à 600 tonnes de fer. C'est de l'oxyde de fer pur. Dans une mine de cuivre, on a plutôt 5 à 15 kilos de cuivre. Dans une mine d'or, on a 1 à 5 grammes d'or. 1 à 5 grammes d'or, 10 à 15 kilos de cuivre, des centaines de kilos de fer. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de sortir l'or avec si peu de quantité ? Parce qu'on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre et le cuivre plus cher que le fer. Donc mécaniquement, à 10 000 $ la tonne, il y a plus de réserves de cuivre qu'à 5 000 $. Et il y a plus de barils de pétrole à 80 $ le baril qu'à 50 $. Donc c'est une notion vraiment pas juste technique, c'est une notion technico-économique. C'est ça qui fait, du coup,
Et bien que depuis 50 ans, le Club de Rome a dit qu'il y allait avoir un problème de ressources, et il y a toujours autant de ressources. Hein, vous entendez déjà ça? On allait avoir un problème de pétrole, et ben on a toujours autant de pétrole. On en a même trop maintenant pour le changement climatique. C'est cet effet-là qui crée la différence. Et puis du côté de la production, ben, ça bouge aussi. Ça bouge parce qu'il y a la croissance de la demande la plupart du temps. Hein, celle qu'on décrivait tout à l'heure pour l'énergie, ben, elle marche aussi pour les ressources. On extrait de plus en plus de choses. Mais on peut aussi avoir des bonnes surprises, c'est-à-dire on peut aussi avoir des mécanismes de substitution. C'est-à-dire que les industriels, s'il y a des prix, si à un moment les prix montent trop, parce que finalement il y a moins de disponibilité, l'équilibre de l'offre et la demande fait que du coup les prix montent, voilà, en permanence ça bouge, ben, les industriels ils essayent de se passer des ressources les plus chères. Donc ils vont remplacer certaines ressources par d'autres. Donc il peut y avoir substitution. Il peut y avoir du recyclage. Et d'ailleurs, plus le prix va monter, plus le recyclage va pouvoir monter. Donc les géologues ils disent qu'il n'y a pas de problème de ressources. Et les économistes, ils sont pires que les géologues. Ils disent parce que non seulement les géologues me disent qu'il y en a assez, mais en plus, plus le prix va monter, plus je vais recycler. Donc arrêtez vos histoires de dire qu'il va y avoir des pénuries. OK ? Alors on a quand même un petit souci potentiel. Je ne vais pas rentrer trop fort dedans, mais c'est l'idée que quand même, oui, OK, on va pouvoir, grâce au progrès technologique, et on va pouvoir grâce au prix, éventuellement, aller chercher des minerais de plus en plus profonds ou de moins en moins concentrés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ancêtres n'étaient pas stupides. Et nos contemporains ne sont pas stupides non plus. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être stupide dans le domaine minier ? C'est d'aller taper dans le stock qui est le plus accessible, le plus riche. Celui qui, pour la même quantité de salaire, la même quantité de camions, la même quantité d'énergie, va vous rapporter le plus de métal à vendre. D'accord ? Alors, il peut y avoir des problèmes d'accès. On va pas forcément, on préférera peut-être une mine plus pauvre au Chili qu'une mine très riche en Afghanistan, vous comprenez pourquoi potentiellement. Mais à part cet effet-là, globalement, en fait, on a des mines chaque année qui ouvrent et des mines qui ferment. Les mines qui ferment, parce qu'elles seront épuisées au sens de la définition que je vous donnais, c'est-à-dire que ça vaut plus le coup au prix actuel d'aller extraire des choses. Et puis les mines qui ouvrent, elles accompagnent la croissance ou elles remplacent des mines qui ferment. Et bien les mines qui ouvrent, leur teneur, la concentration moyenne des métaux baisse. D'accord ? C'est assez logique parce que du coup, comme on a tapé dans le plus concentré, le plus riche au départ, forcément maintenant, ça descend, ça descend, ça descend. Alors ça dépend un peu des métaux et tout, je vais vous passer ces détails-là, mais grosso modo, l'idée c'est qu'on fait des trous de plus en plus gros, de plus en plus profonds, pour aller chercher les ressources dont on a besoin. Ça ne serait pas très très grave, sauf que du coup, pour faire ça, il faut de l'énergie. Souvent de l'énergie fossile d'ailleurs, parce que ces gros camions-là et tout ça, il commence à y avoir des versions électriques, mais bon, quand même, c'est globalement plutôt des gros camions diesel. Ouais. Les pneus sont plus hauts que mon bras, comme ça, il y a 300 tonnes de charge utile, c'est des gros bébés. Et du coup, l'énergie, pendant ce temps-là, elle est un peu contrainte aussi, et elle utilise, elle aussi, de plus en plus de métaux. Pourquoi elle utilise de plus en plus de métaux ? Parce que pareil, pour le pétrole, entre le puits en Arabie Saoudite, éruptif, sympa, j'ai juste à pomper, même pas, ça sort tout seul, et puis le truc au milieu de l'Arctique avec les hélicoptères, les machins et trucs, le contenu métallique de chaque baril produit, vous voyez, n'est pas le même. L'intensité métallique n'est pas la même. Et pour les ressources renouvelables, c'est pareil. Comme ce sont des ressources qui sont plus intermittentes, qui sont moins concentrées, il faut plus de cuivre, il faut plus d'acier, il faut plus de plein de choses pour produire la même quantité de kilowattheures, si vous voulez, que si ça avait été une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Voilà. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était mieux les centrales à gaz et les centrales à charbon. Je dis juste qu'il y a une intensité matière de la transition environnementale, de la transition énergétique, dont on est un petit peu en train de se rendre compte, voilà, et qui dépend des technologies et qui dépend des différents dispositifs. Mais voilà, c'est un peu cette idée. Donc, si on n'avait pas de problème d'énergie, si on avait la backstop technologie de William Nordhaus, on n'aurait pas de problème de minerais. On n'aurait pas de problème de ressources métalliques. Il suffit de descendre en concentration, et j'ai pas de problème puisque j'ai une énergie infinie, donc je fais ce que je veux. Mais on n'a pas cette énergie infinie. À l'inverse, si on avait autant de métaux qu'on voulait, il y a juste à tartiner tout ce qu'il faut de panneaux solaires, d'éoliennes, d'hydroliennes, de tout ce que vous voulez. On n'aurait pas de souci non plus, et du coup, on passerait à un monde bas carbone. Mais on a quand même un problème de métaux peut-être entre les deux. Et donc, vous voyez, cette espèce de lien systémique, on pourrait dire, de cercle vicieux, fait que du coup, on pourrait peut-être avoir un petit souci. Alors, je vous passe le... Bon, je ne donne pas de conseils en placement de lingots d'indium ou de beryllium. Les lingots de beryllium, vous aurez du mal à vous les payer, mais
Voilà. C'est juste pour vous dire que, en fait, du coup, est-ce qu'on va avoir un problème, oui et quand? Faut voir. Ça dépend. Il y a des choses qui sont assez rares, quand même. Il y a des choses plus rares que d'autres. Il y a des choses qui sont plus concentrées dans certains pays que d'autres. Il y a des choses où la substitution va être très, très, très difficile. Le cuivre, on ne sait pas le substituer pour les applications électriques. Il y a des applications en chimie, pour les platinoïdes, il y a des applications pour la soudure électronique, pour l'étain, il y a des choses comme ça, ça sera très difficile de substituer. Il y a le recyclage, je vais y revenir dans un instant. Et puis il y a la croissance de la demande. On voit arriver, voilà, par exemple, pour les métaux des batteries, le lithium, le cobalt, le nickel, voilà, il y a un certain nombre de cas où on voit bien qu'il va y avoir une accélération très forte des besoins. Aujourd'hui, il y a des scénarios qui disent x10, x20, x50 pour certains métaux, le lithium en l'occurrence, à 2050 si on veut aller vers une mobilité décarbonée par exemple. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, je vous ai un petit peu arnaqué pour une raison simple, c'est qu'en fait, je vous avez vu, j'ai un peu navigué en disant c'est pareil, ça marche pareil pour le pétrole, pour le gaz, pour les métaux, tout ça c'est pareil. La notion de réserve, c'est la même chose. Donc il y a des réserves de pétrole, des réserves de cuivre. Oui, mais il y a quand même une grosse différence. Quand j'extrais le pétrole, je le brûle, enfin, je l'utilise, je le brûle. Des fois, je le transforme en plastique un petit peu avant. Mais ça finit par disparaître, quelque part, enfin par être transformé. Bon, ça pose des sujets climatiques par ailleurs. Quand j'extrais une tonne de cuivre, pour le coup, elle ne disparaît pas. Elle est là. Elle est stockée quelque part. Elle est stockée dans les équipements, dans l'anthroposphère, dans la technosphère, hein, dans nos objets, dans les smartphones, les voitures, les buildings, etc. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de l'économie circulaire. On peut faire du recyclage. C'est ça l'énorme différence entre le pétrole et le cuivre. En fait, finalement, on pourrait se dire la gigantesque accélération, l'extraction incroyable qu'on est en train de faire, puisqu'on a multiplié par 2, 3, 4, 5, 10 la quantité qu'on extrait chaque année de chacun des métaux depuis 15, 20, 25 ans, 30 ans maintenant. Enfin, on a déjà commencé avant, mais l'accélération, elle se prolonge, au point qu'on va extraire plus dans les 30 prochaines années que pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est facile à faire hein, avec une exponentielle. Hein. Une exponentielle, la dernière période, c'est toujours plus que toute la période précédente. Mais c'est quand même, voilà, on ne sait pas d'ailleurs quelles seront les conséquences peut-être environnementales aussi, hein, parce qu'à la fin, ces métaux, ils étaient stockés à un endroit, on va aller aussi les relâcher à l'extérieur quelque part, je vais y revenir dans un instant. Donc l'idée, c'est de dire finalement, c'est peut-être une dotation initiale de l'humanité, c'est super, allez, une fois pour toutes, je sors ce que j'ai besoin pour mes canettes aluminium, pour mes smartphones, pour les voitures, pour tout le monde. Puis une fois que j'ai fait ça, je vais recycler. Parce qu'un énorme avantage des métaux par rapport au plastique, par exemple, c'est que le métal, il ne perd pas de caractéristiques. Je fonds un câble de cuivre, je refais un câble de cuivre, sans aucune difficulté. Okay, sans aucune perte, sans aucune caractéristique. On recycle très bien. Donc je vous parlais tout à l'heure des 200 000 tonnes d'or. On estime que 90% de tout l'or qui a été extrait est encore disponible. Pas chez moi, hein, parce que là, j'interviens gratuitement. Mais voilà, en fait, on a quand même perdu un petit peu. On a perdu 10% parce qu'on l'a utilisé dans l'électronique. À un moment, on ne recyclait pas. On a perdu quelques galions. On a envoyé quelques satellites dans l'espace. Voilà. Mais le reste, il est disponible parce que finalement, c'était un métal cher. C'était un métal rare. C'est un métal qui est facile à identifier. Et donc, voilà, finalement, vous avez peut-être autour de votre cou ou de votre doigt un petit peu de métal du roi Crésus, vous savez, qui avait fait fortune avec la petite rivière Pactol qui coule encore en Russie. En Turquie, pardon. Bon, c'est peu probable parce que comme la consommation, l'extraction a été exponentielle, c'est plus probable que votre or vienne du Klondike ou aujourd'hui d'Afrique du Sud ou de Chine. Alors, le problème, c'est que le recyclage, cette idée de recyclage à l'infini, finalement, de dire je refais un câble de cuivre, je refais un câble de cuivre, en fait, elle est très, très, très théorique. Et la manière aujourd'hui dont on utilise, dont on conçoit nos objets, dont on consomme toutes ces ressources, est bien fait que, en fait, le recyclage marche très mal. La première raison, bon, elle n'est pas méchante, mais j'aime bien la photo. Donc ça, c'est un rétameur. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ces gens-là. Donc la vaisselle était étamée, c'est-à-dire qu'elle était couverte. C'était de l'acier qui était couvert d'une fine couche d'étain. L'étain, ça fond à une température pas trop importante. Vous voyez, il suffit d'un soufflet. C'est à 232 degrés, je crois. 272, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est pas très très difficile de faire de la métallurgie de l'étain. Et donc voilà, dans les campagnes, eh bien la vaisselle s'usait hein, à force de frotter dessus. Et donc l'étain partait. Et il fallait donc rétamer la vaisselle. Donc ça, c'est un peu l'idée de dire qu'en fait, il n'y a pas de phénomène parfait. Il n'y a rien en physique qui est en fait à un rendement de 100%. On en perd toujours un peu.
Même si vous fondez un lingot d'aluminium qui vient de sortir d'une usine de production d'aluminium pour voilà, fondre une pièce ou je sais pas quoi, vous avez ce qu'on appelle une perte au feu de 1 ou 2%. Alors c'est pas perdu, hein, Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Évidemment, c'est juste que ça part dans des effluents gazeux, etc. Parce que voilà, le fait d'avoir chauffé, il y a une partie qui se sublime et qui va partir dans l'atmosphère. Bon, ça permettrait quand même d'atteindre 99% de taux de recyclage, quoi, au pire, quoi, hein. C'est pas mal, ça serait quand même très très bien. Aujourd'hui, on en est très très loin. Alors désolé, revoilà la table de Mendeleïev. Ce qu'on va juste retenir, c'est que tout ce qui est rouge, c'est-à-dire presque la moitié des 60 métaux qu'on utilise, le taux de recyclage mondial aujourd'hui est de moins de 1%. Moins de 1%. Alors les scientifiques n'aiment pas se tromper, vous savez, donc ils prennent des marges de manœuvre. Moins de 1%, moi j'appelle ça 0, quoi. Mais eux, pour ne pas se tromper, ils disent moins de 1. Et puis bon, vous en avez qui sont un peu mieux, mais vous savez, même un taux de recyclage, par exemple, de 80%, en fait, vous recyclez une première fois, vous avez perdu 20, puis la deuxième fois, vous faites 80% fois 80%, ça fait 64%, vous avez perdu 36, puis vous recyclez, voilà, faites le calcul, et en fait, ça va assez vite. Et finalement, avec des objets qui ont peut-être parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans de durée de vie avant d'être recyclés, très très vite, finalement, à l'échelle de l'humanité, on va perdre la ressource, même quand le taux de recyclage est assez haut. Mais 1%, pour le coup, ça va quand même très très vite de se dire qu'on perd 99% de la ressource. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que le câble de cuivre est un très mauvais exemple. Parce que la plupart du temps, on n'utilise pas tous nos métaux sous une forme pure, on les utilise sous une forme d'alliage. On va en fait amender des aciers, donc du fer et du carbone. Dans une portière de voiture, voilà, vous pouvez avoir 10 métaux différents, un peu de molybdène, un peu de vanadium, plein de choses comme ça. Je ne vais pas vous asséner toute la table de Mendeleïev, mais juste parce que voilà, on va aller chercher des caractéristiques techniques qui vont l'améliorer dans l'aéronautique, dans plein de domaines. Il y a 3000 sortes d'alliages au nickel, juste d'alliage au nickel. Il n'y a pas 3000 sortes de poubelles à la fin pour stocker tout ça. Donc comment on va faire? On va prendre un truc qui s'appelle... il y a deux filières, grosso modo, l'acier carbone et les aciers inox, dans lesquels il y a un petit peu de nickel, un petit peu de chrome. On va mettre tout ça comme ça, et après on va mettre au four électrique. Et donc en fait, je vais physiquement récupérer mon molybdène, mon vanadium, etc. Il est physiquement récupéré, il est physiquement recyclé. Par contre, fonctionnellement, il va être perdu pour toujours. Parce qu'en fait, il va être noyé avec plein d'autres trucs. Vous voyez un peu l'idée? Ou je vais prendre un autre exemple, par exemple la voiture. Une voiture en fin de vie, c'est quoi le recyclage d'une voiture? C'est j'enlève la batterie, j'enlève les fluides, j'enlève les pneus, j'enlève les sièges, je broie, je fonds. Du coup, les petits rétroviseurs avec les petits moteurs dedans, tous les câblages de cuivre, l'électronique, etc. Tout ça, ça va partir dans le four, avec tout le reste, avec les portières, avec les pare-chocs. Pas les pare-chocs parce qu'ils c'est pas métallique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, tout le cuivre des petits câblages, ça vaut pas le coup de mettre quelqu'un en fait à démonter tout ça, à bien trier tout ça. Eh bien, ça va devenir un élément trace. Et en plus, le cuivre en général, il abîme un peu les caractéristiques de l'acier, donc ça va devenir un acier un peu de bas de gamme plutôt. On va pas en refaire un acier de turboréacteur, quoi. On va plutôt en faire un rond à béton. Et donc, le cuivre va être piégé pour toujours dans un rond à béton. Voilà, ok. Donc, du coup, on recycle, mais on recycle mal. Et la deuxième raison, La deuxième raison, c'est qu'on a aussi des usages dispersifs, des usages dissipatifs. On n'utilise pas tout sous une forme qui est récupérable. Par exemple, le titane, c'est un métal assez incroyable, très très résistant. C'est un métal de l'aéronautique, c'est plusieurs milliers de degrés, donc c'est un métal qui est cher à produire et tout, super bien recyclé. Mais 95% du titane est utilisé comme colorant blanc universel, le dioxyde de titane, qu'on trouve dans les crèmes solaires, dans les dentifrices, dans tous les objets quotidiens, dans les vêtements, dans les tissus, dans les sols, dans les peintures. Donc par définition, déjà 95% de la ressource n'est pas récupérable. Donc on ne va pas la recycler non plus. Du coup, en combinant tout ça, ça fait que le cercle vertueux du recyclage, c'est ça. On en perd une partie, les usages dispersifs. Après, on ne recycle pas tout bien comme il faut, parce qu'on n'a pas forcément des poubelles à lame de rasoir, des poubelles à trombone cassé, des poubelles à agrafeuse plantée. Et puis après, on va recycler, mais on va recycler avec une perte fonctionnelle, sans récupérer le produit d'origine. Et puis à la fin, on arrivera quand même à faire un peu de recyclage sans perte fonctionnelle. Et donc voilà, c'est ça qui donne les taux de recyclage un peu horribles. Et finalement, l'endroit où c'est le plus extrême,
où ces deux effets prennent le plus de complexité, c'est l'électronique. C'est tous les produits, voilà, c'est tout le high-tech. Parce qu'en fait, on est dans des produits qui sont très miniaturisés, très intégrés, beaucoup de ressources différentes. C'est une quarantaine de métaux dans un smartphone, parfois en quantité toute petite, vraiment des milligrammes, voire moins, au point que dans les matières premières dans un smartphone, c'est de l'ordre de 2 euros la quantité de matières premières. Si je devais l'acheter sur le marché boursier ou minier, il n'y aurait que 2 euros. Alors le reste, c'est pas de la marge, hein. Il y a de la marge un peu, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi, voilà, faut payer les usines, il faut payer plein de la recherche et le développement, plein d'autres choses. Mais voilà, les matières premières, c'est rien. Donc du coup, pour 2 euros, vous pouvez pas mettre quelqu'un qui a un petit tournevis, un machin, pour bien tout dévisser, enlever tout, une petite pince à épiler, etc., pour bien tout trier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme pour la voiture, on enlève la batterie, on enlève l'écran, on broie. Et après, on va essayer de récupérer ce qu'on peut. On va se concentrer sur quelques métaux qui ont un intérêt économique, l'or en l'occurrence. Dans les 2 euros, il y a la moitié, c'est les 30 mg d'or qui sont dans le microprocesseur. Et puis le reste, on va en faire ce qu'on peut. Là, je ne vais pas vous parler du recyclage informel et tout ça aujourd'hui, mais voilà, c'est pas forcément très très beau à voir. Bon, et évidemment, malheureusement, voilà, quelque part, la croissance verte, toute la promesse technologique de dire voilà, on va sauver le monde avec l'IA et je sais pas quoi, en fait, elle vient accélérer finalement tous ces besoins de produits qui vont nous éloigner encore plus du recyclage, de l'économie circulaire. Et du coup, voilà, on va peut-être se faire rattraper par la patrouille en croyant régler un problème énergétique, finalement, avec des objets qui consomment des ressources qui eux-mêmes vont nous demander à un moment de l'énergie. Et donc, bon, je ne sais pas trop où on en est dans ce stade-là, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Je regarde quand même quelle heure il est pour pas vous endormir. On est pas mal, hein. On est à plus de la moitié, promis. Large. Ça va? Vous tenez? Alors, deux derniers petits problèmes, en fait, on va dire, avec les promesses technologiques. Alors, je dis pas que tout n'est pas forcément à jeter, hein, bien sûr, hein. Il peut y avoir voilà, de l'innovation, du progrès technologique qui est intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on va dire que globalement, voilà, on a peut-être ce sujet de ressources, de prendre en compte le fait que ça utilise des ressources non renouvelables. Il y a d'autres effets, en fait, qui sont problématiques sur la promesse technologique, on pourrait dire. Alors, le premier, j'ai appelé ça un peu l'effet systémique et l'effet parc installé. C'est l'idée que, en fait, des fois, on a l'impression de régler un problème d'un côté, mais peut-être on en crée un autre ailleurs. Donc, alors là, j'avais pris l'exemple des voitures autonomes, et maintenant les voitures autonomes, la perspective s'éloigne un petit peu. Mais c'était l'idée que, voilà, il y a un moment quand les voitures autonomes étaient très à la mode, là, dans les années 2015 à 2020, on va dire, eh bien, les besoins de data pour faire fonctionner d'échange de données pour faire fonctionner ces voitures, eh bien, si on mettait 1 million de voitures dans le monde, sachant qu'évidemment, ce n'est pas 1 million de voitures qu'il y a dans le monde, c'est 1 milliard et quelques. 1 million de voitures, ça faisait le trafic Internet mondial de l'époque. Ouais. Bon, juste pour donner un ordre de grandeur. Derrière, il faut installer aussi des systèmes télécoms, etc. Et puis, il y a surtout un effet parc. Alors là, ce n'est pas du tout pour faire du Hidalgo bashing que j'ai fait ça, mais bon, c'était en 2015. Voilà, Paris allait être une ville intelligente en 2020. Bon, il y a eu Covid et tout, mais en fait, c'est cette idée que des fois, voilà, il peut y avoir une belle idée quelque part sur la paillasse du laboratoire de chimie ou une belle idée sur le papier, mais qu'avant de la transformer, voilà, c'est compliqué. En fait, on a pris une très mauvaise habitude avec Internet et avec les smartphones. Qu'est-ce qui s'est passé avec Internet et les smartphones en l'espace de, allez, on va dire 10 ans, peut-être 10 ans, 15 ans? Eh bien, en fait, le système s'est vraiment répandu dans le monde avec une efficacité assez incroyable. Et du coup, on en a déduit que maintenant, n'importe quelle invention, il suffisait de se dire en 10 ans, 15 ans, et en 10 ans, 15 ans, ça allait se répandre dans le monde un peu comme Internet et le téléphone. Mais sauf que Internet et le smartphone, en fait, c'est ce qu'on appelle un macro-système technique qui est venu s'empiler sur d'autres macro-systèmes existants. Système logistique, système énergétique, système de production industrielle, etc. Et donc on a rajouté une couche en disant je mets des pylônes, ils vont consommer de l'électricité, mais j'ai bien quelqu'un qui me fournit l'électricité, etc. J'ai bien des camions qui m'approvisionnent, j'ai bien des gens qui ont des voitures qui peuvent faire la maintenance, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué en fait. Il s'agit plutôt de remplacer que d'empiler. Vous voyez, s'il faut transformer le système et dire c'est plus un système au pétrole et au gaz, c'est un système, je sais pas quoi, à l'hydrogène, etc. C'est un peu une autre paire de manches parce que là, c'est toutes les installations existantes. Donc la ville en fait partie quelque part. Et très vite, on est un peu sur du temps long parce que c'est du temps de transformation, du temps de rénovation, de réhabilitation, et que c'est pas si évident. Et puis il y a une autre limite un peu à la promesse technologique.
C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet rebond? Non plus. Alors, ni cornucopien, ni effet rebond, mais Saint-Germain, wake up, quoi. Hein. Bon, l'effet rebond, donc ça c'est... Tout à l'heure, je vous ai encore menti, je vous mens souvent en fait dans cette conférence. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça, voilà, le débat, il avait démarré à la sortie de la Seconde Guerre mondiale sur la question des ressources. En fait, non, il a démarré au 19e siècle, et il a démarré en particulier avec le charbon. Et au Royaume-Uni, dans les années 1860, le Royaume-Uni, évidemment, la grande puissance de l'époque, elle exporte du charbon dans le monde entier, un petit peu pour alimenter ses bateaux quand même, hein, pas que pour les autres pays, mais quand même, ils exportent. Et du coup, il y avait des inquiétudes déjà sur est-ce qu'elle allait avoir assez de charbon pour nourrir quelque part le XXe siècle, l'industrie anglaise au XXe siècle. Et donc, Stanley Jevons, c'est William Stanley Jevons, c'est un économiste qui va en fait montrer, parce qu'à l'époque, il y avait aussi du progrès technologique, bien sûr. Les machines à vapeur, on les optimisait, leur mode de fonctionnement, etc. Et donc elles consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique. Donc il y avait du progrès technologique. Et donc la plupart des gens disaient, bah, c'est bon, en fait, ce qu'on consomme en charbon, on va consommer de moins en moins, puisque les machines sont de plus en plus efficaces. Et Jevons, il a montré qu'en fait, ça ne marchait pas comme ça. Si vous avez une machine à charbon qui consomme moins, alors le travail mécanique va coûter moins cher. Si le travail mécanique coûte moins cher, eh bien, il va y avoir de plus en plus d'intérêt à mettre dans les manufactures, les fabriques, etc., des machines à vapeur. Et donc, il y aura effectivement des machines à vapeur qui vont consommer de moins en moins, mais il y en aura de plus en plus. Et donc, globalement, la facture environnementale, la facture en charbon à l'époque, elle va augmenter, elle ne va pas diminuer. Donc, c'est cette idée qu'en fait, on ne peut pas capturer, on n'arrive pas à capturer les gains technologiques, les gains d'efficacité technologique. Donc, à chaque fois qu'on vous dit, oui, mais on va faire un truc plus efficace, la question c'est, oui, mais est-ce que ça ne va pas générer de l'effet rebond? Alors il y a plein d'exemples d'effets rebond. Hein. C'est toute la trajectoire technologique de l'humanité depuis 2 siècles, hein, l'effet rebond. Je peux en citer plusieurs. Voilà, le covoiturage, par exemple. Alors, pas le covoiturage du quotidien. Le covoiturage du quotidien, vous n'allez pas aller plus au boulot parce que vous pouvez covoiturer. Enfin, peut-être, mais bon, ça a un peu ses limites, quoi. Au bout de 7 jours, ça ne marche plus. Par contre, le covoiturage de longue distance, vous pouvez dire, ah bah ouais, si je peux faire Saint-Germain, Strasbourg pour 15 balles, bah tiens, je vais peut-être aller voir un copain. Si je suis étudiant, je rentre plus souvent chez moi. Je vais voir des copains, etc. Donc il y a un peu on s'est rendu compte en fait que le covoiturage longue distance vidait pas forcément, réduisait pas forcément le nombre de voitures ou le nombre de kilomètres parcourus. En rénovation thermique dans les bâtiments, on s'aperçoit que quand on rénove des passoires thermiques, en fait, on gagne pas forcément ce qu'avaient calculé les thermiciens. Pourquoi? Parce que les gens dedans, ils commencent par avoir un peu moins froid d'abord. Donc ils changent un peu la température de consigne. Et donc ça remonte un petit peu. Bon, le TGV qui ne vide pas franchement les aéroports, ça je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien maîtrisé. Et puis l'endroit où il y a le plus d'effets rebond, eh ben, c'est le domaine de l'informatique, c'est le domaine des télécoms. C'est hallucinant les progrès qu'on fait. Aujourd'hui, un data center, ça n'a rien à voir avec un data center d'il y a 20 ans. Leur architecture est optimisée, leur température de fonctionnement est optimisée, on les refroidit à l'eau. Il y a plein de systèmes pour faire baisser la facture énergétique parce que ça représente des coûts importants, donc c'est intéressant. Les entreprises, elles aiment bien hein, le progrès technologique, il n'y a pas de souci, hein, surtout en ce moment. Hein. Enfin, si vous économisez de l'énergie, si vous économisez des ressources pour produire la même chose, pour produire des services, enfin, c'est intéressant, c'est de la compétitivité. Donc tout le monde est d'accord pour faire de l'efficacité. Dans le domaine des télécoms, la 5G, vachement plus efficace que la 4G. Beaucoup plus. Par octet, par unité d'information transportée, c'est peut-être 100 fois plus efficace. Mais le problème, c'est qu'évidemment, la quantité de données qu'on produit, qu'on échange, qu'on stocke, qu'on consomme, qu'on calcule, eh bien, elle suit, elle aussi, une trajectoire exponentielle. Et donc, elle annihile les effets du progrès technologique. Et donc, globalement, eh bien, en fait, on est plutôt dans une trajectoire où aujourd'hui, la facture environnementale du numérique est de aujourd'hui à peu près pour le CO2 en tout cas de l'ordre de 10% alors pas pour le CO2, de l'électricité, de 10% de l'électricité mondiale. C'est-à-dire que du coup en émission de CO2, le numérique c'est plus que le transport aérien à l'échelle mondiale. D'accord, c'est à peu près 1 milliard de tonnes de CO2. Voilà, donc du coup, que des promesses sympas, mais finalement, pas sûr que ça fonctionne complètement. Alors c'est pour ça que du coup, voilà, moi je me suis en 2014, il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'âge des low-tech. Donc vous voyez, c'était un peu un pied de nez low-tech, high-tech, pour dire attention, la promesse high-tech ne va pas forcément nous sauver. Alors qu'est-ce que c'est du coup les low-tech? Bon, c'est pas l'âge de pierre, c'est pas la bougie, tout ça, les retours à l'âge des cavernes. En fait, l'idée, c'est plutôt de dire, eh bien, est-ce que maintenant, on arriverait
à orienter finalement ce progrès technologique indéniable. Il n'y a pas de souci, les cornucopiens avaient raison, ont encore raison. Mais est-ce qu'on peut maintenant le capturer pour l'orienter finalement vers des choses qui vont éviter l'effet rebond, qui vont prendre en compte peut-être la question des ressources, optimiser la manière dont les objets sont conçus pour pouvoir les réduire, ce gâchis effroyable dont on parlait tout à l'heure. Bon. Alors c'est en train de passer, là pareil, j'ai pas le temps de mettre à jour mes présentations et tout, je suis désolé. Donc ça c'était le métavers, mais le métavers a pris un petit coup dans l'aile. Maintenant c'est qu'on parle d'IA, quoi. Il y a plus trop Zuckerberg parle plus trop du métavers. Et alors vous avez, ouais, alors, donc la vache c'est un vrai truc, hein, c'était bon, ça a été testé, mais je sais pas s'ils font. Et alors la poule c'était pas un vrai truc, c'était un prof de design de l'Iowa. Vous savez, l'Iowa c'est un grand pays du poulet. C'est pas loin du Kentucky, hein, en gros, hein, c'est dans la Corn Belt là. Et donc, voilà, vous avez du maïs, vous avez des poulets. Voilà. Et donc, c'était un prof de design de l'Iowa qui avait dit, bah, tiens, c'est pas mal, pour les poulets en batterie, vous leur mettez un petit truc de réalité virtuelle, ils ont l'impression d'être dans le Gers, quoi. Et donc, bon, bah voilà, ça peut être, c'était la viande est moins stressée, quoi. Du coup, bon. Alors, le produit, c'est pas fait, mais il y avait des applications de niche, il y avait des idées avec des rhinocéros neurasthéniques, ouais, des choses comme ça. Où on disait, bah, tiens, on pouvait le mettre dans la savane africaine alors qu'il était dans sa cage. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, vous voyez, c'était un peu l'idée. Vous comprenez un peu le concept, quoi, un peu l'idée que... voilà, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire les low-tech? En fait, les low-tech, bon, il y a plein de gens qui maintenant ont des définitions, tout ça, enfin, ça intéresse des ingénieurs, des architectes, des designers, voilà. En fait, les low-tech, moi, j'aime pas définir ça en disant il y a des objets low-tech, des objets qui ne sont pas low-tech. Moi, j'aime bien parler de démarche. Parce que, vous voyez, on pourrait prendre un vélo en me disant, bah ouais, le vélo, c'est super, c'est low-tech, quoi. Voilà, c'est facile, quand c'est en panne, on sait pourquoi, c'est assez facile à réparer, ça ne consomme pas beaucoup de ressources. Si vous ne le faites pas dormir dehors, ça peut durer peut-être, je sais pas, un siècle, en changeant de temps en temps un certain nombre de pièces détachées. Tout ça, c'est super, c'est low-tech. Mais en fait, pour fabriquer un vélo, c'est hyper high-tech. Vous imaginez le forgeron de village en train de faire le dérailleur, en train de monter les mailles une à une, je ne sais pas quoi, c'est pas possible, quoi. En fait, ça vient d'un système qui est assez optimisé, qui a voilà, des usines high-tech qui vont sortir le truc, les câbles de frein, il faut vulcaniser le caoutchouc des chambres à air, enfin, plein de trucs. Mais par contre, une fois qu'on a l'objet en main, alors là, il devient intéressant et assez low-tech. Et donc, moi, l'idée, c'était de dire, voilà, c'est plutôt une démarche. Pareil, à un moment, alors là, j'étais obligé de changer, mais j'avais un téléphone 2G, vous savez, ce qu'on appelle les dumb phones maintenant, ça ressort, mais c'est surtout les dealers et les mecs de la DGSE, et les dames de la DGSE qui les utilisent, mais moi j'avais encore ça, sans être ni dealer ni à la DGSE. Et du coup, on me disait, ah ouais, Philippe Biwix, c'est un téléphone low-tech. Non, c'est pas un téléphone low-tech, parce qu'avant la sortie du smartphone, ce truc, c'était à la pointe de la modernité. Ouais, donc c'est l'idée qu'on est toujours un peu le low-tech ou le high-tech de quelqu'un, quoi. Donc, finalement, c'est une démarche qui consiste à se poser 3 questions. Pourquoi, quoi, comment? Pourquoi est-ce que je produis? Qu'est-ce que je produis? Comment je le produis? Donc, la première question, c'est l'idée, en fait, de dire finalement, bah oui, à chaque fois que je consomme une ressource, enfin, à chaque fois que je consomme un produit, que je consomme un service, je vais extraire des ressources, je vais avoir besoin de ressources, et elles vont être perdues pour toujours pour les générations futures. D'accord? Puisque le taux de recyclage est inférieur à 100%. Vous me suivez? Du coup, c'est un peu glaçant. Alors, il y avait un gars qui s'appelait Nicolas Georgescu-Roegen, c'était un économiste, un des rares économistes qui s'intéressait à cette question des matières premières non renouvelables dans les années 70. C'était un élève de Schumpeter. Et alors, lui disait, à chaque fois qu'on fabrique une portière de voiture, c'est un soc de charrue en moins pour les générations futures. Donc, toute voiture qu'on fabrique, elle se fait au détriment des générations futures. J'étais un peu stressé, j'avais une voiture 5 portes à l'époque. J'en ai plus, hein. Mais du coup, depuis je me suis un peu déstressé, parce que vous avez vu, la croûte terrestre elle est quand même composée à 5% de fer. Je me dis quand même, des socs de charrue, si c'est juste du bon acier de base, on y arrivera, quoi. On va se débrouiller. Par contre, on pourrait se dire, tout smartphone que je fabrique aujourd'hui, c'est peut-être un équipement d'imagerie médicale non disponible pour un dentiste au 22e siècle, par exemple. Je ne sais pas, je projette comme ça, c'est peut-être au 23e siècle, c'est peut-être au 25e siècle. Mais c'est un peu cette idée que finalement, voilà, chaque truc que je fais, que je consomme, il a un impact environnemental, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Donc, d'où l'idée de dire, le truc le plus simple, c'est de consommer moins, en fait. C'est de produire moins. Donc, d'où cette idée un peu de la frugalité, de la sobriété, de la réduction à la source. Alors, du coup, voilà, ça peut être des plus petites voitures, des grandes voitures. Est-ce qu'on va avoir assez de lithium pour faire des voitures électriques? Est-ce qu'on va... Alors,
Les plus cornucopiens entre vous, je vous ai repéré, je sais qu'il y en a. Vont me dire, mais on s'en fout, on va faire des batteries au sodium. Et le sodium, c'est le sel et tout, il y en a plein. Bon, ok, d'accord. Mais est-ce qu'on va avoir assez de lithium, de cobalt, de je sais pas quoi pour faire nos voitures électriques? En fait, ça dépend. De quelle voiture parle-t-on? Est-ce qu'on parle de voitures qui vont faire 2 tonnes, qui vont payer plus cher à Paris, donc, hein, si j'ai bien compris, et qui ont 1000 km d'autonomie avec leur batterie? Ou est-ce qu'on parle de pots de yaourt qui font 800 kg et qui ont 200 km ou 150 km d'autonomie qui vont répondre finalement à pas mal de besoins? Certes, c'est un peu liberticide, mais enfin, dans les années 60, ils avaient des 4L, des 2 chevaux, et c'était pas des années trop liberticides de mémoire. En fait, entre les deux objets, c'est proportionnel, hein, grosso modo. Hein. L'énergie que vous avez besoin, c'est proportionnel au poids et c'est proportionnel au kilomètre parcouru. Donc vous faites 5 fois plus de kilomètres avec un objet 3 fois plus lourd, il faut 15 fois plus de batterie. Donc 15 fois plus de lithium, 15 fois plus de tous les petits machins que vous allez mettre à la cathode. Du coup, vous comprenez que l'incertitude minière, en fait, elle est débordée par la question du besoin. Il y a un facteur de 1 à 15 sur ce que j'ai besoin. Comment vous voulez que je vous réponde s'il y en a assez à extraire de la croûte terrestre au Chili, en Bolivie ou en Australie? D'accord? Donc cette idée de la sobriété, elle est extrêmement intéressante. Alors évidemment, la sobriété, elle a pris, maintenant c'est un peu à la mode, hein, depuis 2022, mais il y a cette idée quand même qu'il y a plusieurs sortes de sobriété, quoi. C'est un peu comme le développement durable, c'est un peu comme tout ça, vous voyez, c'est des mots, chacun entend un peu ce qu'il veut derrière. Alors là, il y a une sobriété qui est un peu la sobriété austérité, vous voyez, c'est je mets un pull, je chauffe moins. Alors c'est terriblement efficace, il n'y a pas de souci, mais c'est potentiellement désagréable. Mais il y a plein de sortes de sobriété autres, qui pourraient être des sobriétés systémiques, plus organisées, plus installées quelque part par la société et la puissance publique, et nous tous, et toutes, qui pourraient être intéressants. Alors j'essaie de vous citer quelques exemples, comme ça. Les réseaux télécoms dont on parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a des réseaux télécoms, 2G, 3G, 4G, 5G, fois 4 opérateurs. Et tout ça, ça crache de l'énergie, c'est alimenté en électricité, et puis ça crache des ondes pour récupérer le signal de votre téléphone portable, ou de votre box Wi-Fi, ou je sais pas quoi. Bon, moi chez moi, il n'y a pas 4 tuyaux d'eau, 4 tuyaux de gaz, 4 câbles électriques pour organiser la concurrence, quoi. On a décidé qu'il y avait des trucs, ça s'appelait des industries de réseau. Il n'y a qu'un seul truc de train, je sais qu'il ne marche pas assez bien, excusez-moi. Vous couperez au montage parce que sinon l'employeur ne sera pas content. Non, je plaisante, mais voilà, il n'y a pas plusieurs réseaux de routes différents, il n'y a pas des autoroutes concurrentes les unes à côté des autres. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça dans les télécoms? On a fait ça dans les télécoms parce qu'à un moment, finalement, il y a eu un tel progrès que finalement, c'était pas important de paralléliser tout ça parce que finalement, le progrès technique était phénoménal. Aujourd'hui, on pourrait faire, si on voulait, un seul réseau d'accès unique, concédé par région, comme on peut concéder des réseaux d'eau, des réseaux électriques, etc., mutualisés sur lesquels tous les opérateurs monteraient de manière différenciée. Je couvrirais même mieux les zones blanches parce qu'il y aurait un peu plus d'argent à mettre au lieu d'avoir des pylônes qui s'empilent les uns à côté des autres. Et bien avec ça, je réduis d'un facteur 2 la quantité d'énergie électrique que je consomme dans le réseau télécom. Voilà, sans rien faire quasiment, sans que ça soit même visible du consommateur. On pourrait imaginer plein d'autres choses. Dans le domaine de la construction, évidemment, on peut faire de l'éco-construction, on peut faire plus de biomatériaux, construire en bois, construire en terre, construire en pierre plutôt qu'en béton. Vous savez que le ciment et l'acier, si c'était des pays à la COP, je ne sais plus combien, 26, 27, 28, 29, ils seraient 3e ex aequo, après la Chine et les États-Unis. Donc ce sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on peut faire plein de choses dans l'éco-construction. Mais en fait, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de la sobriété constructive. C'est construire moins. Alors, vous allez me dire, vous êtes fou, construire moins. Faut voir. On a 3 millions de logements vacants, 8 millions de logements sous-occupés. Je parle que des logements, parce qu'il y a aussi des surfaces commerciales, des bureaux, plein de choses. À chaque fois que que j'ai une personne de plus sur le territoire, un habitant de plus, il faut mettre 2 logements en chantier, et on en manque quand même. Quand je produis 350 000 logements par an, il y en a 50 000, c'est une augmentation du stock de logements vacants. D'accord ? C'est-à-dire qu'on construit d'un côté, on remplit, on empile d'un côté, on vide de l'autre. Bon, c'est pas nouveau tout ça, mais on pourrait réfléchir à des mécanismes d'aménagement du territoire différents, de revitalisation des villes moyennes, etc. Donc il y a plein de choses à faire de ce point de vue-là. Deuxième levier, une fois qu'on a dit, bon, la sobriété cool, mais qu'est-ce qu'on fait? On garde la machine à laver quand même? On pourrait renoncer à la machine à laver, potentiellement, mais
À ce moment-là, probablement, le retour au lavoir et tout serait furieusement genré, j'en sais rien. C'est bon pour la vie de village, mais quand même, bon, ça a ses limites. Donc pour l'instant, Philippe, ça demanderait peut-être des évolutions culturelles liées à la question des odeurs, etc. Bon, allez, on regarde la machine à laver dans un premier temps. Très bien. À ce moment-là, comment est-ce qu'on conçoit cette machine à laver pour réduire la satanée perte de ressources dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, il faut les concevoir beaucoup plus réparables, beaucoup plus durables, beaucoup plus robustes, beaucoup plus simples, éviter les affichages digitaux. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et à imaginer. Je vous ai mis quelques exemples ici, je ne rentre pas trop dans le détail, mais voilà, c'est cette idée-là d'aller vers finalement une civilisation plus de la réparation et de la maintenance. Alors évidemment, il y a des trucs où ça marche pas bien. Je ne sais pas ce qu'on fait pour la fast fashion, je ne sais pas ce qu'on fait pour le cadeau plaisir électronique de Noël prochain. Mais voilà, cette idée quand même que dans un certain nombre de cas, on sait faire durer les objets en fait. Les avions, alors l'avion n'est pas particulièrement écolo, mais c'est juste pour prendre l'exemple de l'objet technique, un avion, ça dure 30 ans. Et une voiture, ça dure 15 ans ou 10 ans. Pourquoi ça dure 10 ans ou 15 ans une voiture? Pourquoi on jette la voiture quand elle a un problème de moteur thermique? Quand vous avez votre maison, vous avez un problème dans la chaudière, vous ne faites pas tomber la maison pour reconstruire la maison autour de la chaudière neuve. Vous voyez? Quand on va faire des voitures électriques, encore une fois, je rajoute encore un truc. Est-ce qu'elles sont grosses? Est-ce qu'elles sont petites? Mais combien je vais en faire? Est-ce que je les partagerai? Est-ce que je ferai en sorte qu'elles soient justement à durer 10 ou 15 ans, à durer 25 ou 30 ans au lieu de 10 ou 15 ans? Un moteur électrique, c'est increvable. Par rapport à un moteur thermique, ça ne s'use pas un moteur électrique. Donc voilà, ça ouvre plein de questions pour les designers, pour les ingénieurs, pour les architectes, etc. Et puis un dernier sujet, je ne vais pas rentrer trop fort dedans, et on est pas mal. Bon, il y a des sujets autour de l'organisation industrielle, etc. Si ça vous intéresse, on pourra en parler pendant la question, mais c'est surtout la question, moi ce que j'aime bien, la question du techno-discernement, du discernement technologique. Finalement, de se dire que toute technologie, elle a un impact. Alors, au 19e siècle, Herman Melville, vous savez, l'auteur de Moby Dick, moi j'aime bien, c'est un des premiers, je ne sais pas si vous avez déjà lu Moby Dick ou pas, mais c'est un des premiers bouquins écolos qui raconte par le menu la chasse à la baleine. Et vous savez, à l'époque, les baleines... l'huile de baleine en fait, a remplacé le pétrole. Enfin, pardon, s'est fait remplacer par le pétrole. Donc, on chassait les baleines pour éclairer, on chassait les baleines pour lubrifier les machines à vapeur, pour lubrifier les locomotives, etc. Donc, et c'était un truc dangereux. Et il y a une scène très belle dans Moby Dick où, en gros, il décrit une scène de mariage avec, voilà, qui est éclairée, etc., qui est illuminée. Puis il dit, pour l'amour de Dieu, soyez donc économes de vos lampes et de vos bougies. Il n'est pas un litre d'huile qui n'ait coûté une goutte de sang humain. Voilà, cette idée, en fait, que voilà, pour éclairer quelque part, y compris un mariage joyeux et sympathique, en fait, il y avait des marins qui, eux, étaient morts à la chasse au cachalot ou à la baleine. Bah, c'est la même chose, en fait, la technologie. Voilà, toute technologie a toujours un impact. A toujours un impact. Plus ou moins grand. Ça peut être du CO2, ça peut être des ressources, ça peut être de l'artificialisation des sols, ça peut être de la biodiversité. Voilà, les éoliennes, bah, elles shootent quelques oiseaux et chauves-souris. Hein, voilà. Donc rien n'est parfait. Et donc la question, c'est de se dire, finalement, la technologie, je l'utilise pour quoi? En ce moment, on fait des distributeurs de croquettes pour chats connectés avec dispositifs de reconnaissance faciale pour ne pas nourrir tous les chats du quartier, parce que sinon, pas cool. On fait des bikinis connectés qui vous préviennent sur smartphone qu'il est temps de se retourner. Avec capteur d'UV. Non, ça est vraiment en vente. J'exagère un petit peu, bien sûr. Mais donc l'idée, c'est de dire finalement, voilà, moi j'ai rien contre le robot chirurgien et puis la radio numérique du dentiste. J'ai connu le dentiste des années 70, c'est bon, quoi. Des fois, c'est vraiment sympa la technologie, quoi. Oui, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Hein. Mais voilà, c'est des quantités qui sont très petites par rapport à la foultitude d'objets connectés, etc., qui représentent plutôt la masse de notre consommation générale. Donc voilà, cette idée de discernement technologique, c'est de dire, voilà, où est-ce que je mets de la techno qui va être coûteuse pour faire quoi? Et puis un dernier point pour conclure et peut-être ouvrir la discussion avec vous, bah, c'est finalement de se dire, tout à l'heure on avait une discussion, je crois que c'était sur la question du consommateur, c'était le consommateur qui allait régler ça, parce que vous allez rentrer chez vous, puis vous allez dire, ah c'est super, oh là là, ouais, les métaux, pas sympa, tout ça. Bon, normalement, si tout va bien, vous pouvez plus ouvrir une boîte de sardines ou de cassoulet, hein, parce que vous savez que du coup, il y a des trucs voilà, il y a une fine couche d'étain pour empêcher la corrosion et le botulisme au passage, et qui sera très très mal recyclé, je vous l'annonce d'avance.
Mais en fait, voilà, tout ne dépend pas des consommateurs. En fait, on vit dans un monde, on est enchâssé dans un système économique, industriel, commercial. Donc, ça ne nous dédouane pas de notre rôle potentiel et de nos actions. Mais de temps en temps, en fait, ça c'est une légende économique aussi, hein, au-delà du fait qu'on va pouvoir faire de la croissance pendant des milliards d'années. L'autre légende économique, c'est qu'on vivrait dans une économie où le client serait roi. En gros, c'est la demande qui tirerait la production des entreprises. Bah non, ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Ça, c'est un économiste qui s'appelle John Kenneth Galbraith qui a montré ça dans les années 60 avec un livre qui s'appelle Le Nouvel État industriel, qui n'a pas pris une ride, et qui expliquait qu'en fait, les sommes en jeu dans le développement des produits étaient telles dans les grandes entreprises et multinationales qu'ils ne pouvaient pas se permettre que ça ne se vende pas. Et donc, il n'y a que deux manières de se permettre que ça ne se vende pas, enfin, d'empêcher que ça ne se vende pas. La première, c'est d'avoir une commande publique. Donc c'était le complexe militaro-industriel américain qu'il avait dénoncé dans les années 60. Je vous laisse imaginer un peu les réactions qu'il avait provoquées. Il disait que les États-Unis étaient une économie plus planifiée que l'URSS. Bon, en faisant des calculs et tout. Hein. Et puis l'autre manière de faire ça, c'est de vous pousser les produits, puis vous prenez ce qu'il y a à prendre. Donc en fait, on ne vit pas dans une économie tirée par le consommateur, on vit dans une économie poussée par les entreprises. Et vous allez dans votre supermarché, et si vous cherchez le miel bio, local, emballé, je ne sais pas comment, vous n'allez pas forcément le trouver, et vous allez prendre ce que vous allez pouvoir. Donc cette idée que voilà, ce n'est pas que le consommateur qui doit travailler sur cette sobriété systémique, c'est aussi la puissance publique à travers un certain nombre de pouvoirs là, que je vous ai mis ici. D'abord le pouvoir normatif, réglementaire, très efficace évidemment, mais des fois un peu dangereux, ça peut faire des jacqueries quoi. Hein. Si vous ne faites pas ça avec un peu d'équité sociale, c'est compliqué. Mais c'est un peu cette idée de dire bah oui finalement les voitures, je ne sais pas, par exemple moi je voulais m'acheter un char d'assaut à MX-30 d'occasion, parce que l'armée française les réforme. Et en fait je me suis aperçu que je ne pouvais pas rouler sur les routes françaises avec. C'était interdit. Incroyable. Une atteinte à ma liberté de mouvement. Vous imaginez ? Avec l'objet qui, voilà, ça me regarde, c'est moi qui avais envie de faire ça. Vous comprenez l'idée ? Donc c'est dire que voilà, peut-être que demain, après-demain, j'en sais rien, la voiture de 2 tonnes, on n'appelle plus ça une voiture, on appelle ça un char d'assaut. Et puis à un moment, voilà, on peut définir ce que c'est la bonne taille d'une voiture, et puis peut-être baisser année après année en s'accordant avec des industriels. Alors évidemment, à manier avec précaution, ça ne marche pas toujours. Le pouvoir fiscal. Le pouvoir fiscal. Pourquoi est-ce que quand j'ai mon aspirateur qui tombe en panne, je ne peux pas faire déjà ce que je décris là ? Une super économie de la réparation. Est-ce que c'est parce que les fabricants d'aspirateurs sont de méchants fabricants qui font de l'obsolescence programmée ? Est-ce que c'est parce que les pièces détachées ne sont pas disponibles ? Rien de tout ça. C'est parce que rien que vous l'ouvrir, vous le diagnostiquer, vous faire un devis, monsieur, ça va vous coûter la moitié du prix du neuf et de toute façon, je ne vous garantirai pas la réparation. Donc il faut mieux en acheter un neuf. Et pourquoi est-ce que ça vaut si cher de réparer par rapport à fabriquer du neuf ? Parce qu'on a assis la protection sociale sur le travail humain. Les cotisations sociales, voilà. Alors ça fait un peu MEDEF de dire ça, mais je ne suis pas trop MEDEF. Mais c'est cette idée que en fait, voilà, c'est le travail humain qui coûte cher. C'est le travail humain qui va permettre de payer les retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie, et les ressources ne valent rien. En France, il y a un rapport de 1 à 100 entre les taxes environnementales, y compris la taxe carbone à quelques milliards d'euros qui a fait péter les plombs à tout le monde, et les cotisations sociales, plusieurs centaines de milliards d'euros. Un rapport de 1 à 100. Eh bien, en fait, tant qu'on fait ça, tant qu'on ne valorise pas plus les ressources et l'énergie, d'un côté, ou les externalités négatives, diraient les économistes, CO2 et compagnie, eh bien voilà, ça sera difficile d'aller vers un monde plus durable. En fait, aujourd'hui, toutes les administrations, toutes les entreprises, tout le monde a intérêt à remplacer l'humain par la machine, qui en plus ne fait pas grève, et pas chiante et tout, vous voyez, et bosse 24 heures sur 24. Mais au-delà de ça, c'est moins cher, en fait. On fait ce qu'on appelle de la productivité. Pourquoi est-ce qu'on fait des exploitations agricoles de plus en plus grandes ? Parce qu'en fait, c'est pour produire la même chose. Ce n'est pas le rendement qui va augmenter. Ce n'est pas ce qu'on produit par hectare ou par mètre carré. C'est d'avoir de moins en moins de monde pour exploiter des quantités de terre de plus en plus grandes. Et ça, pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on ne valorise pas le travail humain. Et que, en tout cas, le travail humain coûte plus cher au détriment des ressources. Le pouvoir prescriptif, ça c'est de dire finalement l'État, les collectivités, etc., ils achètent des trucs. Ils achètent même beaucoup de trucs de temps en temps. Donc est-ce qu'on ne peut pas mettre plus de choses dans les cahiers des charges pour prendre en compte toutes ces questions-là ? Alors ça commence, bien sûr. Le soutien à l'innovation, aujourd'hui, voilà, pour capter des fonds publics, faut être un peu disruptif, quoi. IA, tout ça, blockchain.
Si vous voulez faire de la recyclerie, ressourcerie, des ateliers de réparation de vélos, des machins, bah, c'est moins facile de capter de l'argent. Donc ça peut être aussi intéressant. Et puis l'exemplarité aussi, qui peut être importante, notamment sur les questions de justice sociale. Voilà, donc c'est quelques pistes que je vous jette comme ça. En conclusion, voilà, l'idée c'est de dire en fait, soyez pas trop cornucopiens, faites attention aux technosolutionnistes. La solution, il n'y a pas de sortie par le haut en fait. On sera probablement rattrapé par la patrouille, par la question des ressources ou par des questions géopolitiques liées aux ressources, etc. Si on compte que sur l'innovation technologique. On appuie en fait finalement sur le frein et l'accélérateur en même temps. Il faut travailler du côté de la demande. Ça, tout le monde le dit aujourd'hui. Hein, même l'Agence internationale de l'énergie, la Banque mondiale, ouais, toutes les grandes agences, les grandes universités mondiales, elles disent sans sobriété. En anglais, ils disent sufficiency, hein, dans les rapports du GIEC et tout ça. C'est tellement plus facile avec une dose de sobriété. Après, on peut discuter de la dose de sobriété, mais ça sera beaucoup plus facile de mener la transition comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'innovation, qu'il n'y a pas besoin d'intelligence. Il y avait un ministre de l'Agriculture qui s'était fait pincer il y a quelques années, je ne sais pas si vous venez de ça, il n'y a pas très longtemps, je crois que non, c'est pas Julien de Normandie, qui avait dit, j'ai rien de particulier contre lui, hein, mais il avait dit en fait, bah ouais, il va falloir à un moment inventer une agriculture, passer à une agriculture sans pesticides, avec moins d'intrants. En gros, il va falloir revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Alors, il s'était pris évidemment un clash monumental de la part de toute la profession et des syndicats associés, etc. Mais en fait, il se trompait fondamentalement. Faire une agriculture sans pesticides, sans intrants, c'est pas l'agriculture de nos grands-parents. C'est l'agriculture du futur, où entre-temps, on a aussi découvert scientifiquement plein de choses, le rôle des sols, le rôle des... comment lutter contre les ravageurs avec des méthodes différentes, biologiques, etc. Donc en fait, c'est au contraire beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence. Donc l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a plus besoin d'innovation, de dire « Ah oui, tu veux plus de high-tech ». Du coup, tu veux plus d'innovation, c'est plutôt de dire en fait c'est une autre innovation. Une innovation qui soit aussi sociale, culturelle, organisationnelle. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire le retour de la consigne, des bouteilles consignées, des emballages consignés. Vous savez, quand vous buvez une bouteille d'eau, je ne sais pas ce que vous buvez, mais si vous buvez dans le plastique, il y a plein de centaines de milliers de nanoparticules. Là, on a découvert ça récemment. Mais alors, dans les bouteilles en verre, souvent on dit ah bah oui, c'est une bouteille en verre, c'est recyclable, c'est super. Tac. Vous savez, quand vous jetez une bouteille en verre, vous économisez de l'ordre de 20% de l'énergie par rapport à une bouteille neuve. Pas beaucoup, 20%. Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la recycler, hein, bien sûr. Pour une canette d'aluminium, c'est 95% qu'on économise. Parce qu'il a fallu transformer le minerai d'aluminium en aluminium. Ça, c'est très énergivore. Puis après, il faut juste refondre l'aluminium pour refaire l'aluminium. Donc on économise 95%. Mais pour le verre, il n'y a pas de transformation chimique. C'est juste de la fonte. Et du coup, il faut tout refondre, monter très haut en température, on ne gagne que 20%. Bon, il y a un autre truc qu'on pourrait faire, c'est juste réutiliser ces bouteilles en verre. Il n'y a pas d'innovation technologique, on sait nettoyer une bouteille depuis des siècles, quoi. C'est pas compliqué. Alors on peut être plus ou moins automatisé, etc., mais c'est pas très difficile. Par contre, c'est une innovation organisationnelle. Il faut mettre ensemble des logisticiens, des magasins, des embouteilleurs, des clients, que tout ça fonctionne ensemble et qu'on arrive à organiser un système où effectivement on peut revenir et organiser les flux et que ça fonctionne d'un point de vue économique. Donc c'est vraiment cette idée-là, de dire voilà, il y a plein de choses à faire, il y a un très bel enthousiasme, mais il faut qu'on soit dans une logique beaucoup plus systémique et beaucoup plus ambitieuse. Voilà, et ben c'est à vous.